Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à partager les résultats du projet CICAD-FREQ dans le 15e congrès de Accurate. C'est la première fois que je manque ce congrès, mais je suis aujourd'hui en Suisse dans un colloque sur la sécurité de l'Arctique. Mon équipe a identifié 25 différentes espèces de cicadelles dans l'Arctique québécois et c'est vraiment une opportunité parfaite pour identifier les futurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, on parle de l'écologie des cicadelles comme utile pour réduire l'utilisation des insecticides. Je suis vraiment content de partager cette histoire parce que c'est un projet qui a commencé avec une petite subvention d'UMAPAC par le programme Innovation agroalimentaire. Après, on a eu l'opportunité de continuer les travaux avec le financement d'Accurate et aujourd'hui, nous avons un projet pan-canadien avec le financement de CRSNG par un projet Alliance sur l'agriculture eh, sustentable. Tout a commencé avec la collaboration de la professeure Valérie Fournier qui m'a dit la première fois que j'ai visité le Québec que les producteurs de fraises on a, ont observé beaucoup de cicadelles sur le terrain, beaucoup de maladies transmises par les cicadelles et beaucoup de dommages par l'alimentation. Par conséquent, les producteurs ont utilisé beaucoup plus d'insecticides. Les cicadelles sont vectrices de différentes maladies bactériennes et virales, mais par exemple, les cicadelles sont vecteurs de la maladie du pétale vert du fraisier. C'est une maladie qui est transmise par les insectes, mais aussi qui a beaucoup d'histoire dans le Québec, parce que la première identification dans l'année 1962 a été faite à la Pocatière au Québec. Mais aussi, l'industrie de la fraise est vraiment importante pour la province avec plus de 500 différentes entreprises. C'est pour ça qu'on a commencé ce petit projet Innovation agroalimentaire seulement avec 7 fermes et pour la création de connaissances. Chaque semaine, on a changé les pièges collants jaunes et on a fait l'identification des cicadelles. Par exemple, ici, c'est un piège collant dans le mois août et on a observé beaucoup de cicadelles. Et à la fin, on a identifié plus de 33 000 cicadelles dans 118 différentes espèces et 62 genres. On a aussi fait la modélisation, et ça c'est un outil qu'on continue à faire avec le projet CICAD-FREQ, et on a identifié que dans tous les scénarios futurs, on va avoir beaucoup plus de cicadelles vers le nord. Ici, par exemple, dans la province de Québec, le sud sera un hotspot pour les cicadelles, mais aussi on commence à voir l'expansion vers l'Arctique et les provinces que normalement il n'y a pas beaucoup de cicadelles. On a aussi travaillé avec le laboratoire d'expertise et de diagnostic de MAPAC et on a identifié que dans les 10 dernières années, les producteurs ont commencé à observer beaucoup plus de maladies. Ça veut dire qu'il y a une expansion aussi, pas seulement de cicadelles, le nombre et la diversité, mais aussi la quantité de maladies qui affectent la culture. Avec tous les résultats, beaucoup plus de résultats que je ne parle pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, on a identifié les cicadelles comme marqueurs de changement climatique sur l'agriculture. Et ça, c'est une hypothèse qu'on continue à tester. Ça fait maintenant 5 ans d'échantillonnage et on pense qu'on va avoir une dizaine des années avec des données pour avoir outils de prédiction. Thomas va parler plus de ce sujet. Mais grâce au financement Accurate, on a eu l'opportunité de continuer les travaux sur le terrain. Comme je mentionnais, nous avons maintenant 5 ans. Cette année sera la 6e année d'échantillonnage et vraiment c'est un projet à long terme, mais avec 5 ans, on a commencé à faire beaucoup de choses. Et dans le cadre des projets Accurate, on a augmenté de 7
à 14 les sites d'échantillonnage et on a identifié beaucoup plus de cicadelles. Jordan parlera de ce sujet. Une autre chose qu'on a commencé à faire, c'est les travaux pour l'identification des biocontrôles. Et on a identifié les ennemis naturels des cicadelles et on fait maintenant beaucoup de choses que aussi Jordan parlera. Et si vous avez eu l'opportunité de voir les posts de l'affiche de Thomas, aussi il a présenté résultats très intéressants qu'on fait. Une autre chose qu'on fait aussi avec le projet CICAD-FREE, mais qu'on continue avec le projet Live Hope, c'est l'identification des souches avec activité bioinsecticide. Et maintenant, nous avons 180 différentes souches et qui ont fait la caractérisation pour savoir si sont ou pas possibles souches avec activité bioinsecticide. On fait aussi la séquenciation du génome des cicadelles pour comprendre la biologie, l'évolution et sa capacité d'infecter différentes plantes, mais aussi pour savoir complètement les microbiomes. L'idée, c'est d'identifier les souches microbiomes ou les gènes dans les cicadelles qui sont possibles pour euh, pour contrôler mieux les insectes sans l'application des insecticides. Avec tous les résultats, on a eu l'opportunité d'avoir un financement CRSNG de 7,5 millions de dollars pour avoir une stratégie pan-canadienne et transférer qu'est-ce qu'on fait au Québec par tout le Canada. Et nous avons 7 différentes provinces collaboratrices. Nous avons aussi différentes universités et ce projet est divisé dans 3 axes principaux. Le Live Hope Predict, qui utilise l'écologie des cicadelles, mais aussi l'intelligence artificielle pour prédire les bons moments pour l'intervention phytosanitaire. Nous avons le Live Hope Biocontrol, qui essaye de trouver les méthodes bio et avoir les bioinsecticides, mais aussi l'édition du génome, l'édition de microbiomes pour réduire l'utilisation des insecticides, sinon élevé complètement dans certaines cultures. Et nous avons le Live Hope Transfer qui essaie de comprendre mieux comment transférer les connaissances et la technologie qu'on va développer dans ces projets à les producteurs, mais aussi d'apprendre des les producteurs et identifier différentes pratiques qui sont transférables entre les différentes provinces. L'équipe est vraiment grande. Valérie Fournier est la directrice de l'Axe 1, moi, le directeur de l'Axe 2, et Roman Duro est le directeur de l'Axe 3. Mais aussi nous avons les collaborateurs dans la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse. Bien sûr, ce projet n'est pas possible sans le soutien de beaucoup de différents partenaires. Le principal, la CURAD, parce qu'il a été la base de ce projet pour le transférer par tout le Canada. C'est pour ça que je dois remercier, mais aussi dire l'importance, souligner l'importance de CURAD, pas seulement pour le Québec, mais pour le Canada et au niveau mondial aussi, parce qu'on fait la collaboration avec beaucoup de différents partenaires internationaux. Mais merci aussi à les différentes associations de producteurs. Nous avons 8 différentes associations de producteurs dans ce projet, mais aussi les producteurs indépendants comme la femme Onésime Pouliot, qui est aussi aujourd'hui avec nous. Les projets émanent par tout le Canada. Nous avons les stations météorologiques par tout le Canada. On continue l'échantillonnage. On continue aussi les travaux, pas seulement dans la fraise, mais aussi les bleuets et la canola. Et l'équipe commence à se former. Ici, c'est seulement la représentation de quelques membres de mon équipe, mais les résultats aussi commencent à sortir. Ça, c'est tout pour moi.
Je donne la parole à Marine, Marel, Jordan Jacques, Thomas Vinatier, Aurélie Dumont et Valérie Fournier pour partager la vision de la ferme, les résultats et les prochaines étapes dans le projet Seek Free et Live Hope. Merci beaucoup et bon congrès. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Marine Marel. Donc, pour vous dire quelques mots, dans le fond, donc moi, je suis chargée de projet à la ferme des Pouliot depuis 2014 déjà. Essentiellement, donc, on est un producteur de petits fruits. Donc, pour vous donner quelques statistiques, en fraises en champ, on cultive donc 76 hectares. On a aussi 47 hectares d'engrais verts. On a aussi de la culture hors sol, donc des fraises et des framboises, 7 hectares et 9 hectares, qui prennent de l'expansion un petit peu à chaque année. Et surtout, l'activité qui prend le plus d'expansion, c'est l'activité pépinière. Donc, on fabrique aussi des plants de fraises et de framboises qu'on vend au Québec et aux États-Unis aussi. Fait qu'on est quand même une grosse équipe, là. On est quand même pas mal occupés à cette ferme-là. Puis nous, notre collaboration avec Edel, elle a commencé en 2021. Et déjà, après 2 années d'essais, autant sur le terrain qu'en laboratoire, on a acquis beaucoup de connaissances grâce à l'équipe d'Edel, notamment que les cicadelles, ben, il y a surtout 2 espèces les plus importantes qui causent des dommages sur les plants de fraisier dans les champs. Là, je vous ai mis des petites photos. Ici, ça, c'est les symptômes qu'on voit un peu moins souvent, là, mais c'est la phylodie, c'est la transmission de phytoplasme qui peut occasionner les cicadelles. Mais essentiellement, les symptômes qu'on peut voir sur les fraisiers, c'est plus la décoloration, du froissement sur le feuillage. Donc, essentiellement, ça ralentit le développement des plants, surtout quand ils sont en implantation, en fait. En production, c'est moins un problème parce qu'ils ne s'attaquent pas directement aux fruits. Et surtout en pépinière. En fait, en pépinière aussi, ça peut causer quand même des dommages vu que là, les plants, ils s'installent et tout ça. Donc, c'est quand même une problématique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est ça ici. On voit des nymphes de cicadelles. Donc, essentiellement, le dépistage se fait à l'aide d'une loupe. On regarde surtout les nymphes parce que les adultes, ils volent. Donc, on fait des décomptes de nymphes et essentiellement pour réguler les populations de cicadelles, on utilise des insecticides. Pour le moment, c'est pas mal la seule façon de ralentir les populations. Fait que c'est ça, c'est un ravageur secondaire, mais le défi dans tout ça, c'est que dans la fraise, il y a aussi d'autres ravageurs auxquels on fait face et eux, ils attaquent des fois plus les fruits. On peut citer, mettons, ben, là, j'ai mis quelques photos, donc l'antonum, la drosophile, les thrips, les punesters, puis les pucerons. Donc, c'est pas mal les insectes qu'on vise avec les insecticides. Puis, le défi de la cicadelle, c'est qu'il s'ajoute à la liste de ces bioagresseurs. Puis, notamment, les matières actives en ce moment qui sont homologuées contre les cicadelles, ben, on les utilise aussi contre les thrips, contre les punaises et contre les pucerons, parce que c'est le même genre c'est des insectes piqueurs-suceurs. Donc, on a une crainte un petit peu au niveau des phénomènes de résistance que ça pourrait occasionner. On n'a pas nécessairement de nouvelles matières actives disponibles aussi d'année en année. On a plus des réductions que des augmentations d'outils. Fait que c'est ça, on crée un peu la perte d'efficacité de notre façon de gérer la lutte chimique contre les cicadelles. Fait que les défis dans la fraise, ben, c'est vraiment le dépistage. On suit des populations, mais c'est ça, quand on traite après ça avec des insecticides, on ne voit pas nécessairement d'individus morts. Donc, aussi, on se pose la question sur l'efficacité des traitements. Ça, c'est quand même une grosse problématique. On n'a pas de seuil d'intervention non plus. Donc, on y va un petit peu en prévention parce qu'on craint aussi que ça transmette des virus ou des choses comme ça. Donc, on a un peu cette crainte-là. C'est sûr qu'ils peuvent être aussi atteints quand on traite pour d'autres insectes. Ça peut aussi agir sur la cicadelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder ça de façon intégrée. Puis, on aimerait ça continuer. Ben, on continue notre collaboration avec Edel, notamment pour suivre les populations, pour essayer d'avoir des meilleures méthodes de dépistage. Donc, pour mieux comprendre l'insecte, puis comprendre son cycle, sa biologie, puis de mieux gérer aussi, que le producteur il comprenne mieux aussi qu'est-ce qu'il fait, puis suivre les populations. Fait que c'est pour ça qu'on continue à collaborer avec Edel, puis continue
nos travaux. Fait que je cède la parole à Jordan, qui va nous parler plus de l'écologie des cicadelles. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jordan Jacques. Je suis professionnelle de recherche depuis peu dans le laboratoire d'EDEL. Mais avant ça, en fait, j'ai fait ma maîtrise sur les cicadelles. Puis donc, on a un peu comme objectif là, de limiter l'usage des insecticides tout en contrôlant bien les populations de cicadelles. Mais avant ça, il faut savoir c'est quoi en fait les espèces qu'on a dans nos champs, c'est quoi leur abondance, puis est-ce qu'ils ont des ennemis naturels qui sont présents. Donc, depuis 2021, on cherche à bâtir les connaissances sur les cicadelles au Québec. Donc, il y avait mon collègue Nicolas Plante qui avait fait sa maîtrise en fraisière. Donc, il avait échantillonné là, les cicadelles dans plusieurs régions du Québec avec les pièges collants jaunes. De mon côté, j'avais poursuivi en 2023-2024 lors de ma maîtrise, puis actuellement Alexandra Landry qui est sur le projet. Puis donc, comme Edel l'a mentionné, au fil des années, on a augmenté notre nombre de sites, puis on a également diversifié les cultures échantillonnées. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter là, les résultats de 2021 à 2024, puisque en fait, là, les résultats de 2025 sont toujours en analyse. Donc, au cours de ces 4 années-là, on a capturé un petit peu plus de 100 000 cicadelles. En 2021, on en a capturé près de 24 000. En 2022, 10 000. En 2023 puis 2024, on avait prolongé un petit peu la période de capture. Donc, au lieu de se terminer à la fin du mois de septembre, on avait terminé vraiment à la fin du mois d'octobre pour avoir les derniers individus de la saison. Puis, ça explique là, pourquoi on en a capturé un petit peu plus, donc 30 000 en 2023, puis 52 000 en 2024. Puis, on a identifié 52 à 65 genres différents au cours de ces années-là. Mais il y a vraiment là, 2 espèces qui sont particulièrement abondantes de 2021 à 2024. Puis, c'est Empoasca fabae, qui est la cicadelle à pomme de terre, et Macrostella scadrilineatus, qui est la cicadelle de l'astère. Donc, la cicadelle de la pomme de terre représentait près de la moitié des captures en 2021-2022, 9% en 2023. Donc, on pense que cette année-là, étant donné qu'il y a eu des précipitations vraiment abondantes, que ça l'a peut-être nuit à l'espèce, puis on en a observé moins. Puis, en 2024, on a observé 33% là, de nos captures qui étaient Empoasca fabae. Pour ce qui est de Macrostellas, elle avait une proportion un peu plus stable dans le temps, donc 37%, à l'exception là, dans 2023, où est-ce que là, on avait moins d'Empoasca, donc les Macrostellas représentaient là, une plus grande proportion des captures. Puis, comment on distingue ces 2 espèces-là? En fait, la cicadelle à pomme de terre, c'est une petite cicadelle qui va avoir une coloration verte à jaune pâle, à mesure de 3 à 3,5 mm. Elle a 3 marques blanches sur le vertex, donc comme sur le front. Puis, son caractère distinctif, c'est vraiment ces 6 points blancs sur le pronotum. Puis, elle va avoir un motif en forme de H sur le scutellum. Pour ce qui est de la cicadelle de l'astère, elle a une coloration qui est quand même différente, donc jaune-brun à jaune-noir. Un petit peu plus grande aussi, 3,5 à 4,2 mm. Ça reste quand même un insecte qui est petit. Puis elle, ses critères distinctifs, c'est vraiment ces 4 bandes noires au niveau du vertex, puis les 2 points noirs là, entre les 2 yeux. Elle va également avoir des motifs fumés sur les ailes antérieures. Donc, ce qui est intéressant de ces cicadelles-là, c'est que c'est des cicadelles qui sont documentées comme étant migratrices, c'est-à-dire qu'ils vont quitter les États-Unis au printemps pour venir s'établir au Québec pour y passer l'été. Puis, pour Empoasca fabae, il y a aussi certains articles dans la littérature qui documentent qu'elle retournerait aux États-Unis pour y passer l'hiver. Donc, comme je l'ai mentionné, elles sont très abondantes dans les fraisières. Puis, pour faire un lien là, avec ce que Marine a dit, ils vont occasionner des dommages sur le feuillage des cultures sur lesquelles ils s'alimentent, en plus d'être vectrices de phytoplasme. Donc, Macrostella scadrilineatus, ça transmet la jaunisse de l'astère, qu'on observe notamment dans le canola. Puis, pour notre projet, on les a distingués des espèces locales. Donc, au Québec, là, on a une grande variété d'autres espèces de cicadelles qui sont beaucoup moins documentées.
puis pour lesquels, en fait, on a supposé que c'était des espèces qui passaient l'hiver au Québec, donc qui étaient en diapause hivernale sous forme soit d'œufs, de nymphes ou d'adultes. Puis c'est une distinction là, qu'on a gardée pour l'analyse de nos résultats. Donc, si on regarde au niveau de l'abondance moyenne des cicadelles par mois puis par site, ici, je vous présente là, les années 2023 puis 2024. Donc, on peut voir pour Mpoasca, qui est en vert, que le pic d'abondance va vraiment apparaître là, vers la fin du mois d'août en 2023. Puis pour 2024, c'est plutôt vers la mi-juillet. Pour ce qui est de Macrostellas, en 2023, c'était aussi vers la fin du mois d'août, puis en 2024, c'était plutôt vers le début du mois. Pour ce qui est des espèces locales, on a un patron qui est quand même différent. Donc, on a eu un petit pic d'abondance vers le mois d'octobre en 2023. Puis en 2024, c'était un patron là, qui ressemblait beaucoup à Macrostellas, donc début du mois d'août. Ce qui peut expliquer ces résultats-là, c'est qu'en fait, les espèces migratrices, donc nos deux premières, ils vont arriver au Québec vers le début du mois de juin. Puis, en fait, les femelles vont pondre quand ils vont arriver. Puis, ça prend environ 30 jours pour passer du stade d'œuf au stade adulte. Donc, au mois de juillet, on va avoir une première génération d'individus qui vont être nés localement. Puis, au mois d'août, une deuxième. Puis, à ce moment-là, on a vraiment un chevauchement des générations, c'est-à-dire que les individus migrateurs, la première puis la deuxième génération vont être présentes en même temps au champ, ce qui fait qu'on a vraiment le pic à ce moment-là dans la saison. Pour ce qui est du patron là, observé là, pour les espèces locales en 2023, on pense que aussi là, les plus abondantes, ils ont peut-être nuit à ces espèces-là, ce qui a retardé un peu là, le développement dans la saison, puis qui explique pourquoi on a un pic seulement vers le mois d'octobre. Puis donc, ça nous a amené à se pencher sur les effets de la météo sur nos 3 groupes d'intérêt. Donc, on a observé un effet qui était significatif, la température sur Mpoasca puis Macrostellas. Donc, plus il va faire chaud, plus on va observer ces espèces-là au champ. Tandis que pour les précipitations, ça va être plutôt à l'inverse. Plus il va mouiller, moins on va observer de Mpoasca puis des espèces qu'on dit locales. Un autre aspect auquel on s'est intéressé, c'est le parasitisme. Donc, sur nos pièges collants, on a observé des cicadelles qui présentaient une espèce de sac sur leur abdomen qui s'appelle un thylacium, qui est pointé par les flèches blanches. C'est en fait un sac larvaire de Drinidés, qui sont des hyménoptères qui parasitent les cicadelles, puis les fulgores. Puis donc, comment ça fonctionne? C'est que la larve du parasitoïde, elle va croître la tête à l'intérieur de la cicadelle, elle va se nourrir de son hémolymphe, puis son corps, il va croître à l'extérieur. Puis, une fois, en fait, qu'elle va être prête à émerger, elle va consommer les tissus de la cicadelle, qui, elle, va mourir. Puis, la larve de Drinidés, elle va émerger, puper, puis devenir un adulte, comme on peut le voir là, sur l'image ici. Donc, ça ressemble similaire à une fourmi un peu. Puis donc, ces thylaciums-là, ça nous permettait d'évaluer le pourcentage de parasitisme dans la saison. Donc, c'est ce que je vous montre là, sur le graphique ici. En rond, là, les petits cercles gris, ça représente tous nos relevés de parasitisme de 2023 à 2024. Puis, la ligne, ça représente la modélisation du parasitisme. Donc, nos relevés de parasitisme variaient là, de 0 à 33%. Notre moyenne était assez basse, étant donné qu'on a eu beaucoup là, de 0% dans nos relevés. On pense aussi que peut-être le fait que... qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi c'est si bas? C'est qu'avec nos pièges collants, on capture presque en totalité là, seulement des cicadelles adultes qui sont parasitées. Mais on le sait qu'il y a également des nymphes qui le sont. Puis, c'est pas là une proportion qu'on peut vraiment observer sur nos pièges. Donc, il y a très peu de nymphes sur les pièges collants jaunes. Puis, en ayant fait là, du filet pour d'autres aspects du projet, on a vraiment remarqué qu'il y en avait beaucoup au champ. Puis, on sait dans la littérature que les nymphes sont parasitées. Puis, on peut le voir aussi là, sur la photo. Ici, c'est une nymphe de cicadelle qui a vraiment un thylacium, donc un sac larvaire de parasitoïdes. Donc, probablement que notre taux de parasitisme au champ est plus élevé que ce qu'on a observé avec notre méthode de capture. Puis donc, au niveau des différentes espèces parasitées, donc la grande majorité des cicadelles avec des thylaciums appartenaient à l'espèce Macrostellas quadrilineatus. Ensuite, on avait quelques espèces locales qui étaient parasitées, donc certaines du genre Graminella. Puis, en très faible proportion, on avait aussi des Mpoasca fabae.
Donc, on le voit à peine là, sur le graphique, mais je vais vous faire un petit zoom sur la portion du haut. Donc, on avait là, moins de 1% de nos cicadelles parasitées qui appartenaient à cette espèce-là, puis on en a seulement observé au mois de juillet à août, puis septembre. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une très grande disparité là, entre les espèces qui sont parasitées. Puis tout ça, ça nous a amené là, plusieurs questions puis réflexions à savoir est-ce que les drinidés pourraient éventuellement être des bons agents de lutte biologique pour les cicadelles, par exemple dans une perspective de lutte biologique augmentative où on pourrait faire par exemple des relâchés continus ou ponctuels de drinidés pour augmenter rapidement les populations puis qu'il y ait un contrôle efficace des cicadelles, ou encore par exemple dans une perspective plus de lutte biologique de conservation où peut-être on pourrait mettre en place des pratiques agricoles ou des aménagements environnementaux qui amélioreraient la survie puis la reproduction de ces ennemis naturels-là. Mais afin d'être en mesure de répondre à ces questions-là, ça nous prend certaines informations que malheureusement on ne retrouve pas dans la littérature. Donc les drinidés, c'est un groupe qui est vraiment sous-documenté. Puis ce qu'on a fait pour pallier un peu à ça, c'est que on a ramassé en fait des cicadelles parasitées l'été dernier qu'on a ramenées en serre afin de monter un élevage de drinidés. Puis donc, on a eu là, des émergences de drinidés, puis ça a fonctionné. Donc, on a actuellement un élevage en eau serre qui va nous servir à développer nos connaissances sur ce groupe-là. Donc, à savoir, c'est quoi le pourcentage réel de parasitisme qu'on peut observer? C'est quoi l'association entre les espèces de drinidés puis les cicadelles? Donc, quelle espèce de drinidés va parasiter quelle espèce de cicadelle? Puis, c'est quoi leur cycle de vie? Donc, même ça, il y a plusieurs lacunes là, au niveau de la littérature, juste à savoir comment fonctionne leur cycle de vie. Puis donc, je vais terminer ma présentation avec une vidéo d'une émergence d'un drinidé mâle qu'on a pu observer en live au laboratoire. Puis, ça a été un moment très touchant pour nous, les entomologistes, de voir cette naissance. Donc, merci tout le monde, puis je vais passer la parole à mon collègue Thomas. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Thomas Vinatier, je suis étudiant doctorant dans l'équipe d'EDEL en 2e année. Et donc moi, je vais plus aborder les approches de la surveillance des insectes ravageurs et le potentiel d'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'améliorer. Donc la surveillance des insectes ravageurs, c'est un élément clé de la gestion intégrée, car ça permet de détecter précocement les spécimens dans le but d'intervenir le plus rapidement possible et donc d'augmenter son efficacité. Et comme Jordan a pu le montrer, ça permet aussi de nous apporter des données pour des analyses écologiques ou bien d'identifier des ennemis naturels. Donc la méthode la plus commune pour capturer les insectes, c'est d'utiliser des pièges. Comme par exemple, nous on utilise les pièges collants spécifiquement pour les cicadelles, et il en existe d'autres formes en fonction de la cible qu'on a. Mais ce que tous ces pièges ont en commun, c'est qu'ils ont des limites dans la surveillance. Ce sont des pièges conventionnels qui sont assez passifs. Donc faire de la surveillance des insectes avec des pièges traditionnels, c'est quelque chose qui est très coûteux en temps et qui va demander de l'expertise entomologique. Donc si on prend l'exemple de notre laboratoire, depuis l'année 2021 jusqu'à l'année 2025, on a identifié près de 150 000 cicadelles grâce à une équipe composée à la fois de professionnels de recherche et d'étudiants. Donc chaque année, ça représente pas moins de 11 mois de travail avec une équipe composée de 2 à 6 étudiants selon le calendrier universitaire, en plus des professionnels de recherche. Donc on peut facilement voir que la surveillance et le comptage des cicadelles, c'est une tâche qui consomme des ressources temporelles, des ressources humaines et donc des ressources financières. À l'échelle académique, nous on le fait pour nos recherches, ça paraît cohérent. Mais ce serait inconcevable de penser que des producteurs puissent passer autant de temps à faire de la surveillance des ravageurs dans leur champ. Donc grâce aux 4 années d'échantillonnage que nous avons réalisées sous le financement du RQRAD et nouvellement grâce au projet LIFOP, nous avons des stations météorologiques, on a acquis assez de données pour pouvoir constituer des modèles de prédiction d'abondance des cicadelles en fonction du climat. Donc notre hypothèse, c'est que le climat participe à expliquer l'abondance des cicadelles que l'on observe au champ. Cependant, le climat, c'est un ensemble de données. Par exemple, les précipitations, la température ou encore l'humidité, dont les relations ne sont pas forcément linéaires et qui peuvent interagir entre elles. Donc pour pouvoir capter la complexité des variables environnementales, on va utiliser des réseaux de neurones qui sont des modèles qui vont permettre de modéliser les relations non linéaires entre ces variables afin d'expliquer l'abondance des cicadelles
au champ. Donc une fois qu'on a développé notre modèle, l'objectif, ça va être de comparer les valeurs que lui prédit aux valeurs qu'on observe afin d'estimer sa précision et sa fiabilité. Donc sur cette grosse figure, on peut voir en colonne, on peut voir différentes années de 2021 à 2024. Chaque ligne va correspondre à une région de la province du Québec. Et en abscisse, on va avoir la saisonnalité et en ordonnée le nombre de cicadelles observées par jour. Les courbes qui sont en bleu représentent les abondances qu'on a observées sur le champ à l'aide de nos piégeages, tandis que les courbes en rouge sont des abondances prédites. Donc ce qu'on peut observer sur cette représentation de notre modèle, c'est qu'il capture de manière générale bien la dynamique saisonnière des cicadelles, avec une augmentation progressive des populations au début de la saison, un pic au niveau de l'été, puis une décroissance automnale. Deuxièmement, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une cohérence entre les données prédites et les données observées, entre les années et les régions, ce qui suppose que le modèle capte des variables environnementales qui sont robustes et qu'il les comprend bien. Cependant, il y a une limite, c'est que la plupart des pics d'abondance, ils vont apparaître lissés. Donc ça veut dire que notre modèle, il n'est pas capable de capturer les éléments ponctuels qui peuvent être climatiques ou juste de gestion agronomique. Donc les limites de notre modèle, c'est que nous avons un manque de données. Premièrement, nous avons un taux de corrélation qui est de 67% et qui est probablement dû à la variabilité entre les différentes régions d'échantillonnage. Cependant, on n'a pas encore assez de données pour construire des modèles spécifiques à chaque région. Et deuxièmement, la limite, ça va être la fréquence de capture. Donc le fait d'aller chercher des pièges uniquement toutes les semaines, ça fait qu'on a une fréquence assez faible et qu'on n'est donc pas capable de capturer ces moments ponctuels climatiques ou agronomiques qui peuvent expliquer des pics d'abondance ou des décroissances brusques. Donc, il est possible d'automatiser la surveillance des insectes avec des dispositifs qu'on appelle des pièges intelligents. Donc, un piège intelligent, ça se compose d'un capteur, qui est dans la plupart du temps une caméra, d'un ordinateur de contrôle, qui va venir automatiser les tâches, un système d'alimentation pour garantir l'autonomie du dispositif au cours de la saison, et un système de transfert et de traitement automatique des données. Donc théoriquement, tous les pièges traditionnels qu'on connaît, on peut les adapter sous une forme intelligente. Sur cet exemple que vous voyez sur la diapositive, on a un piège pyramidal qui est communément utilisé pour capturer les charançons. Et donc son adaptation sous forme intelligente, ça va être d'apporter une petite boîte supplémentaire dans laquelle l'insecte entrant va être détecté, photographié, puis l'image va être analysée par intelligence artificielle pour classifier automatiquement le spécimen. Donc sur le marché, il existe déjà de nombreux modèles de pièges intelligents, comme ceux de TrapView, FarmCES ou encore BioBest. Cependant, ces modèles, ils présentent certaines limites dans le cadre de nos recherches. C'est que, par exemple, ils peuvent être très coûteux ou bien non adaptés à la détection de petits insectes, comme les cicadelles. Donc c'est pour surpasser ces limites que l'on développe notre propre piège intelligent au sein du projet Cicascope. C'est un piège intelligent qui va être dédié à la détection et la reconnaissance automatique des cicadelles dans les champs, dans le but d'améliorer nos connaissances de leur écologie et d'optimiser par la suite les stratégies de gestion. Donc, à travers le développement de notre piège, on cherche à atteindre 4 objectifs principaux. On cherche à avoir des images de haute qualité, une efficacité énergétique, une résistance environnementale et un prix abordable pour nous permettre de déployer de nombreux dispositifs à travers tout le Canada. Donc pour ce faire, il y a l'ensemble du piège intelligent qui est conçu par impression 3D à l'aide d'une entreprise québécoise à Montréal qui est Web 3D Printing. Et donc notre piège, il va se composer d'un ordinateur de contrôle de type Raspberry Pi, d'une caméra haute définition de 12 mégapixels, et l'ensemble est alimenté par une batterie de 6700 mAh qui va fournir 12 jours d'autonomie, complétée par un panneau solaire de 2 ou de 5 watts selon là où on déploie le piège, pour garantir une autonomie tout au long de la saison, entre le mois de mai et le mois d'octobre. Et comme vous pouvez le voir sur la figure, en dessous le support du panneau solaire, on a une petite glissière dans laquelle on va pouvoir venir placer notre piège collant jaune qui sera pris en photo. Donc pour le mode de fonctionnement, notre piège, il a 2 modes de fonctionnement. Il a un premier mode qui est automatique, donc qui va s'exécuter tous les jours entre 6h du matin et 8h le soir. Donc concrètement, notre piège, il s'allume, il prend une photo du piège, il stocke la photo, puis il s'éteint pour sauvegarder de l'énergie. Comme notre dispositif ne possède pas de flash, il va rester inactif la nuit. On n'a pas mis de flash parce que ça demanderait beaucoup plus d'utilisation énergétique et donc un système de batterie plus important et donc des coûts plus élevés.
Le deuxième mode de fonctionnement, lui, est manuel. Donc chaque semaine, quand on va aller visiter nos pièges pour changer la petite carte collante jaune, on va pouvoir allumer manuellement le piège à l'aide d'un bouton. Lorsqu'on l'allume de cette manière, ça va activer un système de communication sans fil, et grâce à notre smartphone, on va pouvoir s'y connecter et accéder à plusieurs informations. Donc les premières informations auxquelles on va pouvoir accéder, ça va être l'état du piège. Donc on va pouvoir vérifier la batterie qui est restante, le stockage qui est disponible, et aussi vérifier que le piège est toujours bien synchronisé avec l'heure locale pour l'acquisition des données. La deuxième catégorie d'informations à laquelle on a accès, c'est les images qui ont été acquises par le piège. Et donc, grâce à la communication sans fil, on va pouvoir les télécharger directement sur notre smartphone pour ensuite les envoyer auprès de notre algorithme pour une identification automatique des cicadelles. Donc, parlant d'algorithme, je vais maintenant vous présenter comment il fonctionne. Donc, quand on a une image qui va entrer dans notre algorithme, la première étape qu'il va subir, c'est une détection. C'est-à-dire qu'il y a un premier modèle qui va analyser l'image pour détecter l'ensemble des insectes qui sont présents et distinguer les cicadelles. Ensuite, chaque cicadelle identifiée va être individualisée au sein d'une nouvelle image et transmise à un deuxième modèle qui se charge de la classification. Donc ce modèle en 2 étapes, c'est ce qu'on appelle un classificateur en cascade, et ça permet d'obtenir des niveaux de précision de classification plus élevés. Donc pour la deuxième étape de classification, on teste différents modèles, et on teste aussi plusieurs niveaux taxonomiques de classification. Donc le premier niveau de classification, il correspond à ce que Jordan a présenté juste avant. Donc on va entraîner notre modèle à reconnaître spécifiquement Empoiscaphabé et Macrosteles quadrigellatus, qui sont 2 espèces migratrices, et à regrouper l'ensemble des autres espèces dont on émet l'hypothèse qu'elles sont locales ou non migratrices. Le deuxième niveau de classification, ça va être de grouper les cicadelles par sous-famille pour un total de 10 groupes au total. Donc je vais maintenant passer aux résultats préliminaires de la précision de notre algorithme. Donc c'est-à-dire la capacité à détecter puis classifier les cicadelles en commençant par l'étape de détection. Donc préalablement, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle que l'on utilise, qui s'appelle Flatbug, c'est un modèle qui a été publié en ligne et qui est déjà entraîné pour détecter les insectes sur des surfaces plates, donc sur des pièges. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le modèle tel qu'il a été publié, on lui a donné notre base de données pour estimer sa capacité initiale à détecter les cicadelles. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en fonction de la version du modèle que l'on a testé, on a un taux de détection qui varie entre 62 à 72% de détection, ce qui est une très bonne base. La prochaine étape, elle va consister à fournir nos données non plus pour de la détection, mais pour de l'entraînement supplémentaire de ce modèle, afin d'améliorer ses capacités de détecter spécifiquement les cicadelles. Donc au vu de ces résultats initiaux et de la base de données que nous disposons, on peut s'attendre à avoir des taux de détection qui peuvent atteindre 80 à 85% de détection. Pour ce qui est de la classification, on est actuellement rendu à une étape qui s'appelle l'optimisation. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de faire plein d'entraînements tests avec différentes gammes de paramètres pour trouver la meilleure combinaison possible et avoir le meilleur entraînement possible. Et à partir de cette étape d'optimisation, on peut déjà avoir une vue de la précision qu'aura notre modèle. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ces nouveaux graphiques, toujours dépendant de la version du modèle, on va avoir un taux de classification qui varie de 80% pour le modèle M à 81% pour le modèle S ou le modèle L. Donc, en résumé, autant pour la détection que pour la classification, on peut s'attendre à avoir des modèles qui vont avoir des précisions tournant autour de 80 à 85%, ce qui est un palier que nous souhaitions atteindre lors du développement de ce piège. Et donc du coup, quel va être l'intérêt de notre piège intelligent? Donc l'objectif, ça va être de le déployer dans tout le Canada, avec environ 200 systèmes dans plusieurs régions du Canada, et ça va nous permettre de comprendre les rythmes journaliers d'activité des cicadelles, donc augmenter notre capacité à comprendre leur écologie et comment est-ce que le climat l'influence. Ça nous permet d'augmenter nos données sur l'augmentation temporelle de la population, ainsi que la proportion des différents groupes et de leur évolution dans le temps. L'ensemble de ces informations, elles vont nous permettre d'améliorer les modèles écologiques et donc notre capacité à prédire l'abondance des cicadelles dans le temps pour optimiser les calendriers de lutte phytosanitaire. Et en dernier point, et c'est là l'intérêt du projet Cicascope, c'est qu'on cherche à développer un piège qui
à la fin, sera utilisable directement par les producteurs dans le but d'automatiser la détection des ravageurs et donc d'améliorer leur capacité de gestion. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie. Maintenant, je vais laisser la place à Aurélie, qui va vous parler plus de la transférabilité de nos connaissances pour les producteurs. Donc bonjour à tous, on va bientôt terminer cette belle session, hein. Je passe la dernière, donc ça va être un peu moins porté sur des modèles prédictifs, un peu moins d'outils de prédiction, etc. On va plus être centré sur le cœur même de notre projet en tant que tel, c'est de s'intéresser un petit peu aux producteurs en tant que tel. Donc moi, je vais avoir plus une présentation un peu plus socio plutôt que mathématique, entre autres. Donc c'est ça, Aurélie Dumont, je suis professionnelle de recherche depuis 1 an au sein du projet l'IFOP. Et attention. Ah non, ok, excusez. Ok, super. Et donc c'est ça, moi, je coordonne l'axe 3 du projet l'IFOP qui, lui, est ancré sur la recherche-action. Donc une recherche-action, qu'est-ce que c'est? Donc nous, notre objectif dans l'axe 3, c'est vraiment de s'assurer que la recherche-action fait appel en continu aux savoirs scientifiques qui sont issus des axes 1 et 2, mais c'est aussi s'intéresser aux savoirs des producteurs, aux savoirs pratiques et techniques des agronomes qui interviennent auprès des producteurs pour la gestion des ravageurs. Donc, c'est vraiment un des objectifs de cet axe-là. Donc, il se déploie en 3 temps. Donc là, on est présentement dans le premier cycle, hein. Il faut savoir que le transfert s'est vraiment développé depuis seulement l'année dernière. Donc, nous sommes dans le premier cycle et nous sommes là en ce moment dans la collecte des données. Collecte de données qui se fait auprès des producteurs agricoles et auprès des agronomes de première et de deuxième ligne, en vue d'avoir un portrait de la situation, de ce qui est connu, de ce qui se fait face à l'émergence des cicadelles qui devient effectivement plus problématique. Donc nous, notre intérêt dans ce cycle-là, c'est vraiment de pouvoir proposer un cadre opérationnel de gestion des connaissances en vue, dans les cycles 2 et 3, d'assurer une implémentation réussie des outils de prédiction qui seront proposés, mais aussi des outils de connaissances qui sont donc proposés et des pratiques alternatives qui vont être proposées par les axes 1 et 2. Donc c'est vraiment ça notre objectif de l'axe 3, c'est de s'assurer que les connaissances scientifiques puissent être applicables et appliquées au sein même de la population concernée, donc qui sont les producteurs agricoles. Donc, un des objectifs de ce cycle 1, c'est de réussir à caractériser les perceptions du risque face à l'émergence des ravageurs et avec une focale, bien sûr, sur les cicadelles, d'identifier et de caractériser les connaissances qui sont mobilisées et les pratiques envisagées déjà par les producteurs. Et un deuxième objectif qui est de mieux comprendre les modes d'acquisition des connaissances, c'est-à-dire quelles sont les sources d'informations utilisées par les producteurs, comment ils les mobilisent et quand les mobilisent-ils. Et puis, de cette façon-là, c'est de pouvoir comprendre la façon dont les producteurs combinent des connaissances à disposition, que ce soit des connaissances documentées et formelles, hein, issues de la science, mais aussi de nos instituts, et que ce soit également les connaissances issues des expériences et des savoir-faire des producteurs, ce qui est important, donc ce qu'on appelle, nous, les connaissances moins informelles, et c'est de regarder finalement comment cette combinaison des connaissances, ce qu'on appelle de tacite et d'explicite, vont être capables de devenir des connaissances actionnables. Donc, avec l'idée, bien sûr, de pouvoir tenir compte des différentes régies de gestion des ravageurs. Donc, on va regarder ces éléments-là d'un point de vue de la lutte chimique, biologique, raisonnée et intégrée. Donc, on a vraiment souci à s'intéresser à cette diversité-là. Donc, pour pouvoir répondre à ces objectifs, hein, on l'a dit, c'est un projet pilote au Québec, mais qui se veut pan-canadien. Donc, nous sommes dans une première année de récolte de données. Donc, on a pour l'instant on a collecté à peu près des données auprès de 16 producteurs de 6 régions différentes, donc dans la province québécoise, exclusivement centrées sur la culture des bleuets en corymbe et des fraises d'été et d'automne, parce qu'on sait que c'est là qu'il y a une émergence, une problématique particulière, avec l'idée de l'approche, c'est que c'est un échantillonnage par variation maximale, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une représentativité, 16 producteurs, c'est pas tant représentatif du milieu. Toutefois, on veut s'assurer qu'il y ait une diversité des producteurs avec des réalités de culture et des réalités de régie différentes. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt même de cet axe 3. Et donc là, l'idée maintenant, c'est de vous présenter, vous l'aurez compris, on est au début de la collecte de données. Je vais vous donner quelques prémices de résultats sur la façon dont les producteurs
perçoivent le risque de la cicadelle, quelles sont leurs propres connaissances face à cet insecte ravageur qui devient problématique, puis quelles sont déjà les pratiques déployées. Donc, la façon dont les producteurs, sur les 16 producteurs enquêtés, ils considèrent la cicadelle, la problématique de la cicadelle qui n'est pas toujours prioritaire par rapport à d'autres ravageurs plus problématiques, comme l'ont mentionné Jordan, sur les ravageurs piqueurs-suceurs équivalents aux cicadelles. Ils considèrent que finalement, c'est une émergence qui est de l'ordre plus secondaire, parce qu'avec des épisodes plus localisés, une fréquence d'apparition qui est beaucoup plus ponctuelle. De la même façon, ils considèrent que l'invasivité est pas encore si alarmante que ça. Ils la jugent de faible à modérée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu pour l'instant dans les rangs de fraisiers, par exemple, des taux de mortalité élevés des plants suite à la présence des cicadelles dans les champs. Donc pour eux, c'est une pression qui est identifiée, oui, dans l'implantation des plants, mais qui reste malgré tout contrôlable. Toutefois, et puis Edel le mentionnait, hein, les producteurs sont quand même sensibles et ils s'interrogent et ils s'inquiètent quand même quant à son évolution future. Donc, effectivement, ils ont conscience qu'il va y avoir une augmentation prévisible de sa fréquence et de son impact en lien avec les réchauffements climatiques. Hein. D'ailleurs, ils ont déjà constaté que sa présence était beaucoup plus marquée lors d'étés plus chauds, entre autres. Donc, et face à cette incertitude qui a été clairement spécifiée, il développe une posture malgré tout de vigilance et d'anticipation du problème. Oui, la cicadelle n'est pas un enjeu prioritaire par rapport à d'autres ravageurs. Toutefois, ils sont quand même inquiétés par sa présence et s'assurent d'une surveillance systématique à chaque début de saison, avec une mise en veille de documents à disposition dans le RAP, vous voulez peut-être connaître, qui est le réseau d'avertissement phytosanitaire qui spécifie finalement la présence ou pas de l'insecte dans une région limitrophe ou au sein même des fermes. Donc c'est comme ça qu'il continue de rester informé. Quand on regarde au niveau des connaissances, on sait qu'aujourd'hui, les connaissances, elles restent, et puis Edel l'a clairement mentionné, qu'elles sont encore partielles, fragmentaires, et il y a rien qui est encore bien connu, reconnu ou formalisé. Donc, les producteurs ont tendance à développer leurs propres repères et connaissances empiriques sur sa saisonnalité et sa dynamique probable. Donc, ils reconnaissent qu'effectivement, les cicadelles sont visibles entre juillet et à la fin août, avec une pression en baisse en septembre. Ils identifient également une sensibilité particulière lors de l'implantation des fraisiers. Hein. Ils ont conscience que c'est sur des jeunes plants au tissu tendre, que les cicadelles peuvent potentiellement avoir un impact. De la même façon, ils essaient de comprendre un petit peu l'origine de sa présence au champ. Et donc, beaucoup émettent l'hypothèse de sa présence par les déplacements possibles après les premières coupes de foie. Donc, ils ont bien conscience que c'est un insecte qui est mobile, qui peut être transporté par le vent, déplacé par le vent, et qu'il y aurait tendance de ces insectes-là à rechercher d'autres hôtes végétaux pour leur propre alimentation. Donc, il y a vraiment ces repères-là initiés. Ça ne fait pas consensus, attention, ce n'est pas un consensus de ces repères-là, mais toutefois, ça a été mentionné. Puis, quant à ces symptômes... Excusez-moi. Je prends un peu... excusez-moi. J'ai là... Ça va aller mieux. Quant à ces symptômes, ils sont décrits de manière très épars, de manière très disséminée. Il n'y a pas de consensus là encore sur les symptômes. On a certains producteurs qui témoignent, oui, un ralentissement. D'autres qui identifient des feuilles vrillées, d'autres qui identifient un jaunissement possible. Toutefois, c'est des symptômes qui sont attribués de manière assez incertaine du fait de plusieurs autres facteurs de stress, dont le climat et dont d'autres ravageurs qui peuvent potentiellement être à l'origine de ces symptômes-là. Donc, rien n'est encore bien défini. Quant aux pratiques, donc ce qui mentionne, c'est qu'il commence à avoir un dépistage structuré, mais là encore il y a rien de très uniforme, de très
de très uniformisé ou de standardisé, hein, puisque certains vont utiliser l'observation visuelle systématique, regarder comme le mentionnait plutôt Marine, qui vont aller regarder sous la feuille s'il y a une présence ou pas de nymphe. D'autres, à l'inverse, ils vont utiliser des prises de photos ponctuelles de l'insecte à sa taille adulte. D'autres vont mobiliser à la fois l'observation visuelle et les pièges collants jaunes pour le suivi de l'abondance. Donc tout ça pour dire qu'encore une fois, c'est très peu consensuel et et puis ça reste que ce sont des pratiques beaucoup centrées sur l'observation et l'ajustement dans un contexte de ferme. Donc quand du côté des interventions, hein, pour ce qui a été mentionné à date, que l'approche se veut plutôt curative. Donc ils y vont vraiment selon le niveau de tolérance de l'acceptation de la présence de l'insecte ou pas dans le champ, qu'ils utilisent un 1 à 2 traitements, passage insecticide souvent au mois d'août, et que les cicadelles peuvent être partiellement co-contrôlées par d'autres traitements utilisés pour d'autres ravageurs insectes piqueurs, dont la punaise ou encore les tripes. Donc c'est de cette façon-là qu'ils sont en contrôle finalement de sa présence. Donc face à l'émergence des cicadelles, les producteurs disposent de connaissances qui sont partielles, qui sont peu stabilisées, et mettent en place des pratiques beaucoup basées sur l'observation et l'ajustement. Puis, à titre d'exemple, je vous parlais de la nécessité peut-être pour les producteurs face à ces incertitudes quant à la connaissance même de l'insecte, ils ont tendance à ne pas appliquer. Présentement, ils n'appliquent pas les recommandations faites par les agronomes. Ils ont tendance à avoir une utilisation chimique plus élevée que mentionné par les agronomes, juste pour limiter un certain impact qu'ils n'ont identifié. Pour quelles raisons, finalement, ils sont pas dans la recommandation? Tout simplement parce que il y a un manque de données opérationnelles, hein. C'est vrai que les seuils sont jugés comme peu convaincants par les producteurs, ils sont peu clairs, les dommages sont également très peu renseignés, donc on ne sait pas forcément le lien qu'il y a entre présence de cicadelles, dommages sur le plan et incertitude du rendement. Donc face à des repères techniques incomplets, ils combinent différentes formes de connaissances. Donc ils combinent, oui, des connaissances scientifiques qui ont besoin encore d'être formalisées, mais ils combinent surtout et avant tout leur observation et puis leur propre expérience de terrain, puis surtout leur propre niveau de tolérance face à cet insecte émergent. Donc un des enjeux centraux, hein, pour le projet l'IFOP, finalement, c'est ne pas seulement de produire des connaissances, hein, telles que ça a été mentionné par nos 2 premiers axes, mais c'est aussi de pouvoir accompagner l'agriculteur dans sa prise de décision. Donc l'accompagner, c'est-à-dire mieux l'accompagner dans la traduction de ces connaissances-là, dans l'ajustement de ces connaissances-là, et puis dans la validation même de ces connaissances-là, en vue, idéalement, de pouvoir réussir à implémenter d'autres pratiques alternatives que la lutte chimique, qui est visiblement une pratique très courante, et peu importe la méthode ou la régie de gestion des ravageurs utilisée, ça devient comme une recette un petit peu miracle. Donc voilà, c'est tout simplement pour dire que le processus est en cours. On va encore venir alimenter ces connaissances-là avec l'apport des connaissances des agronomes. Donc je pense qu'on aura pour les prochaines années de belles perspectives de travail. Je vais laisser Valérie conclure ce bloc de présentation. Merci beaucoup. Oui, alors moi, je vais seulement prendre une petite minute, là. Alors, travailler avec Edel, pour ceux et celles qui le connaissent, là, c'est vraiment stimulant. Il y a toujours 1 million d'idées en tête. Puis, travailler aussi, collaborer sur un projet là, de 7,5 millions, c'est aussi là, vraiment une chance inespérée en recherche, là. Donc, vraiment, j'adore travailler avec Edel. Donc, dans les prochaines activités, on en a plusieurs. On les a classées là, par axe. Donc, mettre en pratique l'outil de modélisation et de prédiction. Avec l'axe 2, étudier la résistance des cicadelles aux insecticides. Là, ça s'en vient. On a un étudiant à la maîtrise, au doctorat, pardon, là, qui commence. Ensuite, développer des biopesticides.
contre les cicadelles, explorer la commercialisation aussi des parasitoïdes, comme Jordan nous a parlé tout à l'heure, éditer le génome et le microbiome des cicadelles, c'est également là, dans les plans. Et avec l'axe 3, comme vient de parler Aurélie, on a créé un guide d'identification des cicadelles. Ça, en fait, c'est Jordan qui est responsable de ça. Et travailler avec des producteurs des autres provinces. Donc, comme Aurélie disait, présentement, c'est le projet pilote au Québec avec des producteurs du Québec, mais l'équipe de Romain Dureau veut aussi là, aller interviewer des producteurs des autres provinces. Alors, c'est ce que j'avais pour vous pour terminer.